s'est tenu aujourd'hui à Dakar, au Sénégal, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Le président de la République a pris part à cette rencontre qui a planché sur la situation politique et sécuritaire de la sous-région. Le projet de loi des finances rectificatives du budget 2015 a été adopté hier par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Ce budget enregistre une hausse nette de plus de 181 milliards de francs CFA. Et en Égypte, le gouvernement a démissionné aujourd'hui en cause un scandale de corruption. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. Ajoutez au sommaire de cette édition la page culture. Notre invité est Cyriaque Ungoran, docteur, ingénieur, diplômé d'études approfondies en écologie. Il vient de publier un ouvrage intitulé « Pour une éthique économique au profit du développement durable et de la lutte contre la pauvreté ». L'auteur Cyriaque Ungoran prône une économie solidaire pour combattre la pauvreté. Comment le démontre-t-il? Nous échangerons avec notre invité dans quelques instants. Mais tout d'abord, rendons-nous au Sénégal où s'est tenu aujourd'hui le sommet extraordinaire de la CEDEAO. Nous regardons ce reportage de Jérôme Kofi Abolin. Le président Alassane Ouattara, présent au sommet extraordinaire de la CEDEAO ce samedi 12 septembre 2015 à Dakar. Sommet à l'invitation du chef de l'État sénégalais, Macky Sall, présidente en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour lui, il s'agit de se concerter avec ses pairs sur la situation politique et sécuritaire de la sous-région. Lui emboîtant le pas, le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadri Ouédraogo, a d'abord lancé une exhortation en vue d'une solution durable à la crise en Guinée-Bissau. Il a ensuite parlé de la rencontre de Dakar comme une opportunité supplémentaire pour le renforcement de la démocratie dans l'espace CEDEAO. En citant en exemple les résultats des élections acceptés par tous au Nigeria et au Togo, il a souhaité qu'il en soit ainsi pour les élections à venir au Burkina Faso, en Guinée et en Côte d'Ivoire. Venu donc prendre part à cette rencontre dans la capitale sénégalaise, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor par son homologue sénégalais Macky Sall. Après les honneurs militaires dus à son rang, le chef de l'État ivoirien a eu un bref entretien au salon d'honneur avec le président du Sénégal avant de prendre avec lui la direction de l'hôtel, lieu par excellence choisi pour la tenue de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO. Et le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce soir. La France affiche sa volonté de soutenir la Côte d'Ivoire dans le numérique. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a échangé sur le sujet avec la secrétaire d'État de la France au numérique, Axel Lemaire, en visite en Côte d'Ivoire. Noël Niagno. Le numérique, un enjeu pour la Côte d'Ivoire sur la route de l'émergence. La France disposée à soutenir la Côte d'Ivoire. Nous serons amenés à travailler ensemble sur plusieurs sujets. Le premier, c'est la formation au numérique pour l'ensemble de la population parce que c'est un enjeu essentiel alors que l'économie et la société se numérisent à grande vitesse. Il faut que l'ensemble de la population en Côte d'Ivoire comme en France puisse savoir utiliser ces outils pour être compétent dans l'environnement professionnel. Un autre enjeu, c'est comment tirer toutes les opportunités du numérique pour améliorer la croissance économique et pour que cette croissance puisse créer des emplois, et en particulier des emplois pour les jeunes. Et donc, il y a des grands chantiers d'infrastructures qui sont à l'œuvre, notamment pour déployer la fibre optique dans les territoires. Et puis, il faut aussi soutenir ce qu'on appelle les écosystèmes d'innovation, les jeunes entrepreneurs, les start-up très innovantes qui, aujourd'hui, sont elles aussi source de croissance. Voilà ce qui est ressorti de l'audience d'environ 3 quarts d'heure du Premier ministre avec la secrétaire d'État français au numérique.
Le projet de loi de finances rectificative du budget 2015 a été adopté hier par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Ce budget enregistre une hausse nette de plus de 181 milliards de francs CFA. On en sait plus avec Michel Digré. C'est un plaisir pour moi de revenir à l'Assemblée nationale. Abdourahmane Cissé, ministre du Budget, à l'hémicycle pour expliquer les ajustements opérés sur les prévisions budgétaires au titre de l'année 2015. L'ensemble des modifications occasionne une hausse nette de plus de 181 milliards de francs CFA. Le budget initial passe ainsi de 5 014 milliards de francs CFA à 5 196 milliards de francs CFA. Le budget que nous avons proposé aujourd'hui prend en compte l'ensemble des évolutions macroéconomiques et microéconomiques qui impactent notre budget, notamment le changement du taux de change entre le franc CFA et le dollar. Comme vous savez, le dollar a augmenté en valeur, qui prend en compte les changements de prix pour le pétrole, qui sont passés aujourd'hui en dessous de 50 $, qui prend en compte l'ensemble des événements exceptionnels qui n'étaient pas attendus. Vous savez, nous avons par exemple vendu une partie de nos parts au niveau de la Société ivoirienne de banque, qui prend en compte certains bonus de signature que nous avons eu l'occasion de faire, notamment dans le secteur pétrolier. Pour le ministre du Budget, sa présence au Parlement répond à un souci de bonne gouvernance. C'est un signal qui montre que l'État est complètement transparent dans la gestion des deniers publics. Lorsque nous élaborons le budget de l'État pour une année, c'est un budget prévisionnel. Ensuite, au cours de la gestion, il est important de faire des ajustements en fonction des réalités que nous voyons sur le terrain. Tout ce que nous faisons vise un seul objectif, celui de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Au regard de la pertinence de l'exposé des motifs, le projet de loi de finances rectificative du budget pour l'année 2015 a été adopté à l'unanimité par la Commission des affaires économiques et financières. Il sera soumis au vote de l'ensemble des députés en plénière la semaine prochaine. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, vient de faire des dons aux femmes d'Adiaké, première localité que va visiter le président de la République lors de sa visite d'État dans le sud Comoé. La valeur de ces dons est estimée à plus de 110 millions de francs CFA. Voyons cela avec Thomas Kessambi. L'hôtel de ville d'Adiaké. Cette fois, pas en son sein, mais dans ses bras. Il y avait quelque chose d'extraordinaire. C'est ici que les dons de diverses natures, d'une valeur de plus de 110 millions de francs CFA, de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, prennent rendez-vous avec tout un département. Pour cette action de solidarité qui précède les pas du président de la République, Alassane Ouattara, dans sa visite d'État dans la région. Patricia Sylvie Yao, représentant l'épouse du chef de l'État, est là pour en donner la signification, en y ajoutant aussi une autre bonne nouvelle. Ces dons en nature, nombreux et variés, comme vous pouvez le constater, sont destinés à l'ensemble des populations et tout particulièrement aux femmes du département d'Adiaké. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Ce fonds qui était jusqu'à ce jour d'une enveloppe de 20 millions pour le département d'Adiaké passe à 100 millions. C'est incroyable, mais c'est cela la réalité. Venus des sous-préfectures d'Assini, d'Étioboué et d'Adiaké, les femmes n'en reviennent pas. Vous ne pouvez pas être là dans mon cœur, parce que vraiment nous sommes en joie ce matin. Nous sommes rassurés maintenant qu'elle ne nous a pas oubliés. Parce qu'il y a très longtemps, nous voyons à la télé des dons de la première dame. On a pensé qu'on était oubliés, mais grâce à Dieu, grâce à la première dame, nous sommes ravis. Vraiment, elle nous a vraiment comblés. Nos sentiments sont des sentiments de joie, de satisfaction, parce que nous savons l'élan de générosité de la première dame. Et aujourd'hui, ces sœurs d'Adiaké en bénéficient. Nous sommes très heureuses. Les cadres et autorités de cette contrée Agni et Otilé, en se succédant derrière le lutrin, n'en retiennent qu'une seule chose, le couple Ouattara est à honorer. Je voudrais aussi demander à nos chefs traditionnels ici présents, à nos chefs religieux ici présents de s'unir en prière pour ce couple, de s'unir en prière pour la première dame
pour que le Tout-Puissant les garde longtemps parmi nous, le couvre de son manteau pour qu'il ait la force et les moyens de continuer cette noble mission au service des Ivoiriens et de tous ceux qui vivent dans ces pays-là. À ce rendez-vous de générosité, les gagnants de la Coupe Dominique Ouattara reçoivent aussi leur récompense. À Boasso, chef-lieu de la région du Sud, Comoé attend aussi la visite du président de la République. Les populations sont impatientes de l'accueillir. Elles placent beaucoup d'espoir dans cette visite, nous explique Franck Kouadio. Chaque matin, presque un rituel. Les chauffeurs de taxi-ville à Aboasso, capitale du Sud, Comoé, rafistolent leurs engins. C'est que les routes de la cité sont par endroits difficilement praticables et l'épais manteau de poussière à chaque passage de véhicule est bien incommodant. Présentement que je vous parle, j'ai très mal à la tête. La gorge même me fait mal. Bon, nous sommes obligés à travailler dedans comme cela, puisqu'on ne peut pas garer, on ne sait pas comment on va faire pour manger. Le réseau routier, une difficulté qui perdure dans le temps. La voie du pont jusqu'au CAFOP. En réalité, la voie n'est pas bitumée et ça cause beaucoup de désagréments aux élèves qui vont au CAFOP et à la chapelle. Usagers et acteurs du transport bien préoccupés, mais à Aboasso, plusieurs attentes. La zone, bien que forestière, est confrontée à la cherté de la vie. Je réside à Yamé. Bon, nous venons de fois faire le marché à Aboasso, mais le marché d'Aboasso est très cher. Extrêmement cher parce qu'on ne peut rien payer. Tu peux rentrer au marché avec 10 000, tu vas voir que tu n'as rien payé, l'argent finit dans ta main. On s'en paye tomates à Abidjan, où on prend, c'est cher. 1 kilo là, ils vont dire 600. Tu as vu, on paye transport. Les cartons là, ça fait 30 000. Si on n'a pas placé 200, 300, 500, sont là, on n'en sort pas. Coût de la vie, logement, voirie, électrification, autant de problèmes bien connus de la municipalité. Nous avons bénéficié déjà de 3 km 600. Le réseau d'eau également de quelques kilomètres. Et l'électrification. Nous tenons déjà à dire merci au président de la République pour déjà ses premiers gestes. Parce que nous savons qu'il arrive avec de bonnes nouvelles. Quelques acquis et d'autres chantiers encore respirés pour le développement du département d'Aboasso qui compte à 225 000 habitants selon le recensement de 2010. Une population qui attend beaucoup de la visite du chef de l'État dans le sud, Comoé. Et l'indénié du Hablin attend aussi le président de la République à Bangourou, chef-lieu de région, se prépare activement. On a les commiens de l'indénié qui comptent jouer un rôle dans cette visite du président de la République. Ces commiens ont été invités par les rois de l'indénié à conjurer le mauvais sort et tout esprit négatif pour une réussite de l'événement. Le reportage de Jenna Toubé. Visite d'État du président de la République de l'indénié du Hablin. Sa Majesté le roi de l'indénié Nana Bouakwasi III et Sa Majesté le roi du Hablin Nana Agnibili II, ils sont personnellement impliqués. Pour la dimension invisible des préparatifs, ils ont sollicité les comiens pour ce qu'ils représentent dans la sociologie des peuples agnindéniens et du Hablin. Exigence de la tradition. Le roi nous a déjà envoyé une bouteille de guine pour nous dire qu'il y a le président qui arrive. Il faut chercher à manger au génie pour leur dire qu'il y a telle cérémonie qui doit se passer. Ce qu'on doit faire pour que ça se passe bien, c'est ça on fait. Nous, on prépare un médicament dans une cuvette rouge. Et on prend une fille qui n'a jamais connu garçon. On met le médicament sur la tête de la fille. Et on va directement où le président va venir s'asseoir. Dans l'indénié autant que dans le Hablin, les comiens sont toujours sollicités pour tout grand événement qui touche directement le roi, autant qu'il engage le royaume. Entre modernisme et tradition, les comiens ont su conserver tout leur pouvoir et toute leur puissance. Aujourd'hui encore, ils assurent leur rôle et mission dans cet univers entre le magique et le religieux, dont seuls ils ont le secret. Les comiens, c'est les prêtresses animistes. C'est-à-dire ce sont les intermédiaires entre le monde invisible et nous, les hommes visibles.
Pour toute cérémonie, il faut d'abord que les Comians viennent purifier la zone, purifier les lieux, afin que toute cérémonie ne puisse commencer. Il communique avec le monde des morts et le monde des vivants. Et c'est lui qui conjure les mauvais sorts. Le Comien existe et existera toujours. Dans un monde qui leur échappe, les Comiens essaient de s'adapter. Ils sont regroupés en associations et les écoles de Comiens qu'ils ont créées essaient de mieux s'organiser, mais restent confrontés à des problèmes financiers, de l'appel à l'aide pour faire face aux nombreuses charges de fonctionnement de ces écoles. Il y a les malades qui viennent de jour en jour. Il y a des élèves aussi, ceux qui sont incarnés par des génies, qui sont malades, qui arrivent de jour en jour. Je suis seule, je fais comment pour les nourrir. Donc moi je leur demande pardon, ils n'ont qu'à s'occuper de nous. Que le président nous aide. Parce que le roi dit les Comiens. Si le roi s'assied là, nous sommes à côté. Dans la région de l'Indénié Guablé, les populations ont pour les Comiens un profond respect. On y trouve aussi des écoles de Comiens très célèbres, dont la réputation va au-delà même des frontières régionales. Ce sont notamment l'école d'Agnoswe dans le département d'Abengourou et celle de Tangulan dans le département d'Agnubilekro. Toutes ces écoles partagent la même infortune, le manque de subventions qui met en péril leur existence. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes le 25 octobre prochain pour élire leur président. Les équipes de campagne s'activent pour cette présidentielle. Les investitures au RHDP se poursuivent. L'équipe de campagne des femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a été investie par le directeur national de campagne, Amadou Gon Coulibaly. Sidonie Davila pour le reportage. C'est fait. Les femmes du RHDP viennent de subir le rituel d'investiture. Une cérémonie faite en 2 étapes, une première qui confirme l'investiture de 2 directrices centrales de campagne chargées des femmes, Kandia Kamisoko Kamara et Amate Huya, représentés ici par Léopoldine Kofi, et une deuxième étape d'investiture qui confirme toute la grande équipe de la direction centrale des femmes du RHDP. C'est une équipe composée de plus d'une centaine de femmes qui vient de prendre formellement un engagement. C'est un grand honneur, mais c'est aussi une grande responsabilité. Je dirais même une lourde responsabilité que nous apprécions à sa juste valeur. Je demande à toutes ces femmes de Côte d'Ivoire de faire le même choix que nous, de soutenir le président Alassane Ouattara. Nous voulons la paix et nous, notre choix, c'est celui qui nous apporte la paix, qui apporte la paix à la Côte d'Ivoire. Et cette personne a déjà fait ses preuves. Et c'est pour cette raison que nous voulons lui renouveler notre confiance. Le président Henri Konan Bédié a toujours dit que sans les femmes, il n'y a pas de développement. Et je crois que le président Alassane Ouattara l'a bien compris. Quand les femmes ont choisi, c'est que Dieu a choisi. Persuadé du pouvoir des femmes quand elles sont déterminées et engagées, Amadou Gon Coulibaly, directeur national de campagne, a dit être confiant tout en donnant quelques instructions à cette équipe commando. C'est vrai que le président vous aime, mais c'est aussi vrai que le président vous fait confiance pour conduire à bon port son programme. Des dispositions sont prises. N'ayez pas peur, allez faire campagne partout. N'ayez pas peur, la sécurité sera garantie, les élections seront apaisées, tous les Ivoiriens pourront voter. Le pays est en paix et le développement est à l'horizon. Allez porter la bonne nouvelle. D'illustres personnalités de la grande famille du RHDP ont été témoins de cette cérémonie d'investiture des femmes. Ces Amazones déjà prêtes n'attendent que le top départ de la campagne pour mettre à exécution leurs différentes stratégies. Une parmi tant d'autres, l'opération Toile d'araignée. Ça sera l'occasion pour elles de sillonner toutes les régions ivoiriennes à travers les 24 coordinations mises en place pour la conquête des électeurs. En attendant, elles ont décidé de faire la fête et quand les femmes s'y mettent, voici ce que ça donne. La RTI se rapproche de ses annonceurs. Une agence RTI Publicité existe désormais dans la commune du Plateau, dans l'enceinte de la radiodiffusion. C'est la toute première agence commerciale décentralisée. Elle a été visitée hier par la ministre de la Communication, Afoussiata Malamine Moussa Konaté. Un coup de ciseau pour la coupure du ruban et voilà ouverte la toute première agence décentralisée de RTI Publicité.
Situé dans l'enceinte de la radiodiffusion dans la commune du Plateau, c'est un bâtiment flambant neuf, bien équipé pour offrir plus d'opportunités aux annonceurs. Le Plateau étant le centre névralgique des affaires, avec une forte concentration des activités commerciales, grâce à son emplacement géographique, c'est tout à fait normal, je dirais même à juste titre, que la RTI, dans sa politique d'extension, est une agence d'une telle envergure. C'est à nous d'aller vers les annonceurs. Cette agence est un véritable outil marketing pour pouvoir attirer plus de clients. Nous sommes tout le temps en train d'actualiser nos offres et donc rapprocher la RTI Publicité de nous, ça nous rend plus efficaces. Cette agence va nous permettre de réduire certains coûts de transport, de gagner en temps. Une agence de proximité afin d'être plus efficace dans ses activités commerciales. L'action s'inscrit dans le cadre des réformes engagées par la RTI visant à améliorer la qualité de service. Il s'agit maintenant de travailler notre relation client avec tous les annonceurs qui nous font confiance, qui nous choisissent pour pouvoir les accompagner dans leur stratégie de communication. Donc l'objectif est double. Il s'agit d'une part de permettre à une partie des clients de venir payer, faire des opérations monétaires dans cette agence, mais également tous nos clients qui sont situés au Plateau, tous nos clients qui sont situés par exemple à Yopougon ou toute zone pour laquelle le Plateau est le plus facile d'accès, ils pourront venir nous remettre leur support physiquement au Plateau et ces supports seront acheminés de manière informatique automatiquement à Cocody pour diffusion. Ce vendredi 11 septembre, Afoussiata Bamba Lamine, ministre de la Communication, visite le nouveau local. Elle exprime sa satisfaction pour cette initiative. La RTI se renouvelle chaque jour et chaque jour qui passe, on voit que la RTI apporte vraiment un plus aux populations ivoiriennes. Donc naturellement, je ne peux qu'en être heureuse et rappeler quand même que c'est un travail important, donc de modernisation complète de la RTI qui se prépare à affronter les grands défis. Donc pour moi, c'est vraiment un satisfecit. Mais comme je le dis toujours, il faut continuer toujours à faire davantage pour le bonheur des populations. La RTI se rapproche de sa clientèle et en attendant l'installation d'autres agences dans les autres communes du district d'Abidjan et dans les villes du pays, les annonceurs bénéficient d'une remise de 25% pendant un mois dans cette nouvelle agence du Plateau. La liberté de la presse en Afrique, mythe ou réalité, c'est le thème du colloque international qu'initie le ministère de la Communication les 5 et 6 octobre prochains ici à Abidjan. Voyons les enjeux de ce colloque avec Hamza Diaby. Une presse libre responsabilise le gouvernement et rend son action encore plus transparente, plus crédible et une action beaucoup plus ciblée à l'endroit effectivement des attentes des populations. En outre, une presse libre crée un environnement favorable à une gestion plus efficace au plan national des affaires publiques et privées. Et pourtant, selon plusieurs fondations et Reporters sans frontières, c'est dans seulement 21 pays, dont un africain, la Namibie notamment, sur 180, que la liberté de la presse s'exerce effectivement. La Côte d'Ivoire occupe la 86e place. Pourquoi un si mauvais classement pour les États africains? Quelles sont les entraves propres à l'Afrique et comment les endiguer? Pour répondre à ces interrogations, le ministère de la Communication initie les 5 et 6 octobre prochains au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan un colloque international sur le thème « La liberté de la presse en Afrique, mythe ou réalité ». Nous voulons favoriser et approfondir les échanges entre les organisations professionnelles de médias africains sur la nécessité d'une protection systématique du journaliste dans l'exercice de son métier, partager les expériences des pays dans le domaine de la protection des journalistes en période de conflit comme en temps de paix, promouvoir le concept de la liberté de la presse dans le monde des médias en Côte d'Ivoire, en particulier en Afrique en général, sensibiliser les consommateurs des produits des médias sur l'importance et la nécessité d'une presse libre et indépendante, approfondir naturellement la réflexion sur la thématique presse libre et développement en Afrique. Nous voulons créer une plateforme d'échange entre les professionnels de journalistes de Côte d'Ivoire et leurs collègues africains
évidemment, qui vont mutualiser leurs différentes expériences. 200 participants nationaux et internationaux composés d'experts, de journalistes, de chercheurs et de représentants d'institutions internationales sont attendus à ce colloque. Afoussiata Bambalamine en attend entre autres que chacun de ces participants s'engage à défendre la liberté de la presse en Afrique dans tous les forums et que les organisations professionnelles de journalistes et de médias se mobilisent pour que la liberté de la presse devienne une réalité palpable et vivante en Afrique. Et cette autre nouvelle qui réjouit les personnes déscolarisées en Côte d'Ivoire, elles seront bientôt prises en compte par les services de santé scolaire et universitaire. L'information a été donnée par la directrice du programme national de santé scolaire et universitaire, Guillaume Zéré, Serge Coléa. Venus de toutes les régions sanitaires de la Côte d'Ivoire, les médecins et les chirurgiens dentistes exerçant pour le compte des SSU, les services de santé scolaire et universitaire, ont participé à la rentrée ordinaire 2015-2016. Au menu de cette rencontre, bilan de l'année écoulée dans chaque circonscription, perspective pour une action sanitaire plus efficace. Selon le docteur Ourega Maripola, première responsable du programme national de santé scolaire et universitaire, ces services vont étendre à compter de cette année leurs prestations. Madame la ministre nous a instruit de faire en sorte de redynamiser tout ce qui était santé scolaire et universitaire et de prendre en compte les jeunes qui ne sont pas scolarisés. Nous avons travaillé à élaborer le document de politique nationale des 5 prochaines années. Étendre les activités des SSU aux populations civiles, un acte noble qui le serait davantage si certaines difficultés rencontrées sur le terrain étaient définitivement réglées. Je pense que si chaque service de santé scolaire avait un local et du personnel qualifié en nombre suffisant, je pense que la politique de santé qui nous est dévolue serait menée à bien. Toute année scolaire chez nous, on a fait quand même 12 000 élèves ont été visités et déparasités. Ce qui nous a permis d'avoir des pathologies telles que les hernies inguinoscrotales qui sont le plus souvent négligées par les élèves, qui sont cachées dans les dessous. Les SSU, les services de santé scolaire et universitaire, anciennement centres médico-scolaires, font la prise en charge de la santé des élèves et des adolescents pour une jeunesse saine et équilibrée. Ils sont une composante essentielle dans le système sanitaire mis en place par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. La centrale syndicale Humanisme veut prendre une part active dans la réussite de l'instauration de la couverture maladie universelle CMU. Elle sensibilise depuis quelques jours les populations d'Abobo. Ces populations sont invitées à se faire enrôler. Guillaume Zéré, Serge Coléa. Nessou Soumaoro, ménagère dans la commune d'Abobo, est aujourd'hui une femme heureuse. Et pour cause. Il dit si tu es malade, tu vas donner 1000 francs, ça fin de mois, tu vas prendre médicaments. Si tu n'as pas l'argent, tu as assurance, c'est bon. Elle vient en effet de souscrire à la CEMU, la couverture maladie universelle, à l'invitation des membres de la centrale syndicale Humanisme. Désormais, elle pourra bénéficier de prestations médicales à coût réduit conformément aux dispositions arrêtées par le gouvernement ivoirien. Ici, sur ce site d'Abobo-Pouéka, comme elle, ce sont déjà 950 personnes qui se sont faites enrôler dans cette opération. Le RG m'a chargé de venir, non pas les travailleurs, mais les enfants et femmes à la maison, à la base, pour venir leur présenter l'assurance maladie universelle. J'ai expliqué le bien fondé à la population. Je suis très heureux que les enfants soient sortis nombreux. Beaucoup sont nos populations qui n'arrivent pas à survenir à leur santé. La couverture maladie universelle, une bonne opportunité pour les couches économiquement faibles. Pour les autorités en charge du pilotage de cette opération, l'action de la centrale syndicale Humanisme est à encourager. C'est ce que nous recherchons. Il faut que tous les Ivoiriens où qu'ils se trouvent soient concernés par la couverture maladie universelle et qu'ils organisent ce genre de manifestations. Nous serons présents pour les accompagner. La souscription à la CEMU, la couverture maladie universelle, est de 1000 francs CFA. Elle concerne autant les Ivoiriens que les non-Ivoiriens vivant sur le territoire national. Ces prestations couvrent entre autres les hospitalisations et les urgences.
Bienvenue dans la page culture. Commençons avec la visite d'études des 4 émissaires de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui a pris fin mercredi dernier. Un entretien avec le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Badaman, a marqué la fin de la visite des 4 émissaires de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cette rencontre a permis aux visiteurs d'exprimer leur reconnaissance à la Côte d'Ivoire, notamment au Bureau ivoirien des droits d'auteur Burida. Venus du Mali, de la Guinée-Bissau, du Gabon et d'Haïti, les 4 hauts responsables se sont imprégnés de l'expérience ivoirienne durant près d'une semaine. Le village de Grand Alépé était en fête le samedi à l'occasion du 15e anniversaire de la sortie de la danse des réjouissances exécutée par les femmes de la génération Nyando. Voyons cela avec nos reporters. Les femmes de la génération Nyando célèbrent le 15e anniversaire de la danse de réjouissance, Bikyome. Vêtues de leurs plus beaux attributs identitaires, elles ont, au cours d'une longue procession, sillonné les principales artères du village de Grand Alépé. La place publique, cadre choisi pour ces festivités traditionnelles, marque l'apothéose de ce rythme initiatique. Les populations villageoises, la notabilité et les personnalités présentes ont pu à l'occasion s'imprégner de la culture acquise et étroitement liée aux traditions et briller. Pour le parrain de la cérémonie, Agué Amafou Germain, directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Emploi, cette célébration est un symbole. Après à Bangourou et à Boisseau, c'est la ville d'Adzopé qui a accueilli le lancement de l'opération Femmes et Lecture. Il s'agit de susciter la lecture chez la femme à travers l'équipement de salons de coiffure et en bibliothèque. Mamadou Kwasi. Une mini-bibliothèque dans un salon de coiffure. Nous sommes à Azopé, dans la région de Lamé. L'idée de la directrice de la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire pour promouvoir la lecture chez les femmes. Comme ce salon de coiffure, ce sont 6 autres salons de la ville d'Azopé qui ont été équipés en mini-bibliothèque. Une façon d'encourager les femmes à la lecture lors de leur passage dans ces lieux, mais surtout, pallier le déficit de bibliothèques dans la ville d'Azopé. Les femmes n'ont pas le temps, mais elles se donnent le temps de se faire belles. Aussi, la Bibliothèque nationale a-t-elle décidé de leur porter le livre jusque dans ces lieux. Voici la raison essentielle de ce projet. Et les femmes, parce que ce sont elles, elles représentent le gage de la transmission du goût de la lecture à nos enfants. La directrice de la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire a promis également le soutien de sa structure dans l'alphabétisation des acteurs de la coiffure à travers cette opération dénommée Femmes et Lecture. Une initiative saluée par l'ambassade de France et l'Institut Goethe, structure allemande qui accompagne ce projet. Des sketchs et des messages pour encourager les femmes à adhérer à ce projet. Les premiers bénéficiaires ont promis œuvrer pour la vulgarisation de cette opération, dénommée Femmes et Lecture, dans tous les salons de coiffure. Après Azopé, la directrice de la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire et son équipe mettront le cap sur d'autres régions pour encourager les femmes à la lecture. Voilà, Femmes et Lecture, une opération donc qui vise à susciter la lecture chez la femme à travers l'équipement de salons de coiffure en bibliothèque. Comment le riche peut-il être solidaire du pauvre pour la survie de la planète? Quels sont les éléments pour aboutir à une économie sociale et solidaire afin de réduire la pauvreté? Notre invité de la page culture, Cyriaque Ngoran, auteur de l'œuvre pour une éthique économique au profit du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, est avec nous pour nous éclairer. Bonsoir Cyriaque Ngoran. Bonsoir Marie-Laure. Merci en tout cas d'être avec nous sur ce plateau. D'abord, dites-nous, c'est quoi l'éthique économique? L'éthique économique, c'est juste un mot composé, pour ne pas dire 2 mots. Éthique vient du mot grec qui veut dire ethos, c'est-à-dire relatif aux mœurs, et qui nous renvoie essentiellement à la morale. Il s'agit en fait, dans l'éthique économique, d'introduire la morale dans l'économie, les valeurs que nous pouvons partager de manière solidaire à l'échelle de l'humanité dans l'économie actuelle pour faire en sorte que nous puissions construire une économie plus humaine, plus sociale et plus solidaire. D'accord. Quelles sont ces valeurs qu'on doit Les valeurs de partage. Quand nous prenons par exemple la cellule familiale, nous disons que nous sommes des frères. Si nous venons à l'échelle, par exemple, de notre pays, nous sommes des compatriotes. Nous appartenons au même pays. Au niveau du continent, nous sommes des habitants d'un même continent.
Mais en réalité, à l'échelle de l'humanité, nous sommes tous les habitants d'une même planète. Donc, notre destin est solidaire du destin de notre planète. Le monde ne peut pas survivre pendant longtemps si la pauvreté coexiste et grandit à côté d'une minorité de gens riches. Et la planète est le bien commun de Et l'humanité. la planète est le bien commun de l'humanité. Nous allons suivre ensemble cet élément de nos reporters et puis continuer l'entretien. Pour une éthique économique, un ouvrage de Cyriaque Ngoron. L'œuvre aborde la problématique du développement durable face à la menace croissante qui pèse sur l'avenir de l'économie mondiale et sur la vie des habitants de la Terre en raison de la disparition progressive des ressources naturelles. L'auteur propose ces solutions. Selon lui, l'avenir économique de l'homme dépend du social et de l'écologie. À travers cette œuvre, l'auteur veut attirer l'attention du public sur les enjeux du développement durable en vue de léguer un environnement sain aux générations futures. Pour une éthique économique au profit du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, interpelle également sur les conséquences néfastes des activités anti-écologiques sur l'environnement. Autre thème abordé, l'innovation, l'économie verte comme moyen de lutte contre la pauvreté dans les pays africains. Au total, 96 pages divisées en 19 chapitres, dont les bases éthiques du développement durable, repenser la gouvernance économique durable pour ne citer que cela. Docteur ingénieur, Cyriaque Ngoron est diplômé en écologie, par ailleurs ex-sous-directeur des politiques environnementales en Côte d'Ivoire. Et c'était un récit de Sita Soro. Cyriaque Ngoron, avant de poursuivre, juste une observation. Pour une éthique économique au profit du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. Certains jugent ce titre assez long. Oui, c'est à dessein que le titre a été fait ainsi. J'aurais pu m'arrêter à « Pour une éthique économique au profit du développement durable ». C'est donc à dessein que j'ai introduit la notion de pauvreté. Expliquez-nous alors. Parce que le philosophe dit que la répétition est une vertu pédagogique. Donc c'est à dessein que vous avez ajouté et de la lutte contre la pauvreté. Et de la lutte contre la pauvreté. Parce que très souvent on parle de développement sans qu'on ressente les impacts positifs en matière de lutte contre la pauvreté. C'est pour cela que très souvent on parle de croissance et on parle de développement. Le développement, c'est un changement qualitatif dans toutes les composantes de la société. La composante économique, mais la composante sociale et culturelle. Un vrai développement se ressent, pour simplifier les choses, dans la poche des gens et accroît le pouvoir d'achat et la qualité de vie des citoyens. Donc pour vous, il y a une différence entre développement et croissance? Il y a une différence entre la croissance économique, qui est un indicateur purement statistique, mais qui ne traduit pas la nécessité d'une bonne répartition des ressources et l'accroissement du pouvoir d'achat de tout le monde. Alors vous parlez d'économie solidaire, du riche qui doit être solidaire du pauvre pour combattre la pauvreté. N'est-ce pas un idéal européen? Ce n'est pas un idéal européen, c'est un idéal humain, une nécessité pour la survie de toute l'humanité. Mais nous voyons, la plupart, si on veut coller à l'actualité, ces migrants qui veulent fuir la pauvreté, qui vont de l'autre côté. Voilà. Les mouvements migratoires ont toujours été motivés par la nécessité de l'homme d'aller vers un mieux-être et de rechercher un horizon meilleur. L'homme va là où il y a la possibilité de faire de l'agriculture, de trouver de l'eau à boire et d'avoir accès à un système de santé et aujourd'hui d'avoir accès à une meilleure éducation. Et donc, si les gens ne comprennent pas la nécessité de construire un monde avec une économie qui partage davantage les ressources entre les riches et les moins riches, les pauvres n'ont pas d'autre choix que de migrer vers les communautés les plus riches. Et il n'y a pas de frontières aussi difficiles ou infranchissables qui puissent arrêter la misère du monde. Dernière question, dites-nous concrètement, ici en Côte d'Ivoire,
comment venir en aide aux démunis sans appui de l'État, d'une organisation, d'un bailleur? Rapidement pour terminer. Sans appui de l'État, ce serait vraiment difficile. Mais des initiatives privées peuvent être entreprises. À l'échelle, par exemple, de nos communautés, de nos villages, nous avons des mutuelles. Il est important que nos mutuelles... Des mutuelles qui existent, mais on continue d'être pauvres. Oui, des mutuelles de développement, mais qui ne font pas le développement. Alors, qui ne s'intéressent qu'aux questions concrètement pour terminer rapidement. Purement conjoncturelles. C'est que les mutuelles mobilisent des ressources à partir des membres, des ressortissants des villages, et les investissent dans des secteurs créateurs d'emplois et créateurs de richesses. À partir de ce moment-là, les mutuelles pourront jouer un rôle de développement. Il ne faut pas que les mutuelles de nos villages s'intéressent uniquement aux questions purement humanitaires. Elles doivent se fixer des objectifs de développement et faire en sorte d'élever le niveau de vie des habitants de la communauté. L'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020, vous y croyez? L'émergence est possible et c'est un devoir pour nous d'y croire parce que c'est un saut qualitatif qui ne peut qu'améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. Donc, nous devons émerger, nous n'avons pas d'autre alternative. Et pour émerger, il faut partager. Pour émerger, il faut s'instruire, il faut produire et il faut partager. Merci beaucoup, Syriac Ngoran. Merci. D'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. À bientôt. Hors de la Côte d'Ivoire, en Égypte, le gouvernement a démissionné aujourd'hui en cause un scandale de corruption. Le président Abdel Fattah al-Sisi a aussitôt demandé au ministre du Pétrole de former un nouveau cabinet d'ici une semaine. Ce limogeage est une première en Égypte où les hauts responsables en étaient inquiétés que bien après avoir quitté le pouvoir, le gouvernement limogé était en place depuis l'élection d'Abdel Fattah al-Sisi à la présidence de la République en juin 2014. C'est la fin de cette édition supervisée par Adama Kone et réalisée par Kane Bakari Korobogo et Arlène Pouka. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve demain à la même heure.